Bonjour à tous. Alors, merci de votre présence ce soir. Ce soir, on va être en compagnie de François Levin pour parler du thème de guérir les blessures du passé. Et alors je voudrais présenter François, mais au-delà de François, de te présenter comme fondateur de l'école biodynamique, comme formateur, conférencier international, tu as été aussi thérapeute. Alors tu as accompagné des centaines de patients depuis très longtemps. Et dans cette pratique-là, il y a un thème qui ressort beaucoup de fois et qui va intéresser la plupart d'entre nous. Ce sont les blessures du passé qui peuvent empêcher le développement du futur ou qui peuvent même influencer le présent, la vie au présent. Alors, je vais te laisser la parole pour nous parler de ce thème au travers de ta longue expérience. Et puis, je vais juste demander aux personnes si elles ont des questions de bien penser à les poser sur le chat au fur et à mesure pour qu'on puisse ensuite te poser toutes ces questions quand ce sera le moment des questions. À toi la parole et merci pour ta présence, François. Merci de cette présentation. Alors, je vais effectivement parler des blessures du passé. Mais pourquoi s'intéresser au passé? Ce qui est important, c'est plutôt le présent et l'avenir. C'est qu'est-ce qui va m'arriver ou qu'est-ce que je vis maintenant, quels sont mes projets, qu'est-ce qui m'est possible, est-ce que je vais réussir, ma famille, mon travail, je vais avoir l'argent, je vais vieillir bien, enfin bref, toutes ces questions qui nous concernent, plus que savoir qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais dans le ventre de ma mère ou qu'est-ce qui s'est passé même dans les générations précédentes et en quoi ça me concerne. Eh bien, je vais essayer de vous montrer que ça nous concerne énormément. Si on regarde un arbre, la partie visible, c'est le tronc et les feuilles. Et là, dans mon jardin, il y avait un énorme tilleul. Le tilleul est tombé parce que ses racines ont été mangées par un champignon. Le bois était très sain, tout était bien, mais les racines, ce qui était invisible, ont agi de telle manière qu'il en est mort. Eh bien, le passé, ce sont nos racines. C'est ce sur quoi et par quoi on est irrigué. Alors, en quoi nous, humains, qui ne sommes pas des arbres, ce passé peut-il agir? Et est-ce que nos, ce qui se passe dans nos vies comme des cercles vicieux, des malédictions ou des blocages aurait rapport avec ce passé? Alors, reprenons par exemple comment s'est construite ma vision du monde, ma vision de moi et ma vision de ce qui est possible. Je suis arrivé au monde, ou nous tous, on arrive au monde et on arrive dans une culture. Si on arrive sur la banquise, au milieu des Esquimaux, on va être nourri de poissons crus, on va dormir dans des igloos et on va être habitué au froid glacial, très très froid, avec des nuits très longues ou des jours très longs. Si on est en Équateur, dans la forêt tropicale, on va être habitué à une chaleur humide, à beaucoup de fruits, à une autre nourriture. Et si on est en Chine, on va manger beaucoup de riz. Et toutes ces choses-là vont faire que notre corps va s'adapter et pour ça construire des enzymes, construire des microbiotes, construire une régulation thermique qui va faire que si on nous change de région, on aura de fortes chances de tomber malade. Si un Esquimau vient en Afrique
ou si un Africain de l'Afrique équatoriale est envoyé en Sibérie ou en Arctique, le choc va être fort. Mais de la même manière, si on donne à manger, vous avez 2 bébés à qui on donne 2 nourritures, si au bout de 2 mois on échange les nourritures, les 2 bébés vont commencer à avoir des petites réactions, tomber malades, parce qu'ils ont créé les enzymes pour s'adapter à la nourriture qu'on leur a donnée. Donc là, je suis en train de parler juste de biologie, de physiologie, mais prenons la même chose au niveau de la psyché. Quand j'arrive sur Terre, je suis comme une graine qui arrive sur la Terre. Une graine qui arrive sur la Terre a besoin d'un certain nombre de conditions. Par exemple, une plante comme on va prendre le romarin, a besoin d'une certaine chaleur, a besoin d'un certain terrain. Si on plante du romarin à 3000 mètres d'altitude en Norvège ou à 2000 mètres d'altitude en Norvège, ça va pas marcher. Mais même si on le plante si on plante par exemple une plante qui a besoin de calcaire, on la plante dans un milieu granitique et acide, ça ira pas. Donc, quand on arrive en tant qu'être vivant, hein, mais en particulier les humains qui euh, sont des mammifères, les mammifères ont besoin de parents. La tortue, par exemple, n'a pas besoin de parents. La tortue marine, elle pond ses œufs, puis elle s'en va, et quand le bébé tortue naît, il court vers la plage, il est ou mangé par les oiseaux ou pas, ça lui fortifie ses nageoires qui lui permet d'affronter l'océan et il fera sa vie sans parents. Mais nous sommes des mammifères et des mammifères complexes, donc nous avons besoin d'un milieu parental qui va nourrir justement toutes les fonctions, tous les besoins pour que nos fonctions puissent se développer. Par exemple, si on ne me parle pas, je ne développerai pas la parole. Et si on me parle avec un langage très frustre, je ne développerai pas une grande quantité de mots. Ben, c'est pas bien grave. Si, c'est très grave. Parce que ce sont les mots qui nous permettent de penser. Donc, si j'ai peu de mots, j'aurai peu de pensées. Si j'ai peu de pensées, mon éventail de futur, mon éventail d'adaptation sera faible. Il sera habitué à l'état, à l'endroit où je suis, à la société dans laquelle je suis né. Mais s'il y a un changement, ça sera plus difficile pour moi de m'adapter que si j'ai déjà une compréhension globale plus large. Là, j'ai parlé de langage, mais ça va être pareil pour les émotions. Si je suis euh, je nais dans une famille où on me dit des choses, on m'impose des lois que la famille ne suit pas. On me dit ne mens pas. Ah, tu dis que je suis pas là. Ou euh, on me dit si tu fais ça, je te donnerai ça. Mais à ce moment-là, quand je le fais, on me le donne pas. Il y a une parole trahie. Moi, enfant, je vois quand j'arrive au monde, quand un bébé arrive au monde, il regarde sa mère comme la déesse et son père comme le dieu. Plus tard, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas des déesses et pas des dieux. Et quand on est parent, on s'aperçoit que c'est pas simple d'être parent et qu'on est loin d'être. On trouve qu'on a peu de pouvoir, peu de puissance. Mais l'enfant, lui, il nous voit tout puissant. Donc, on représente le monde. Si ma famille et mon clan tiennent pas leur parole, le monde ne tient pas sa parole. Si ma famille et mon clan sont durs, violents, le monde est dur et violent. Si je ne peux pas faire confiance dans ma famille, je ne pourrai pas faire confiance dans le monde. Je ne parle pas de la famille quand j'ai 25 ans. Le programme est fait. Mais avant l'adolescence, nous sommes comme le fœtus dans le ventre et l'enfant est comme une éponge et il va se construire avec ce qu'il absorbe.
Si vous, enfant, vous prenez la nourriture qui a des toxiques, comme par exemple du mercure ou qui a oui, prenons le mercure, vous allez vous constituer avec ce mercure. Ce sera plus grave que si vous avez une intoxication au mercure adulte, où déjà vos os sont sans mercure, vos muscles sont sans mercure. L'enfant, il va prendre les émotions qui l'entourent et ça va devenir sa nature. Ce qui veut dire que quand je regarde le monde, je vais le regarder avec les œillères ou les verres déformés de ce que j'ai eu comme déformation de l'attente naturelle de l'enfant. De la même manière que si une plante arrive dans un sol où il manque un oligo-élément, elle va avoir une certaine forme et une certaine pathologie correspondant à ce manque d'oligo-éléments. Ça va, un bon jardinier ou un bon naturaliste pourra dire: ah, elle manque de potassium, elle manque de fer, ou le terrain est trop acide. Elle a cette forme parce que. Et on va marquer dans notre chair, marquer dans notre psyché, marquer dans notre énergie, marquer dans notre esprit les manques chroniques. On croit souvent que nos difficultés viennent d'un accident, d'une agression ou autre. Mais dans mon expérience de thérapeute, c'est très rare que les difficultés viennent de ce genre d'événements soudains. Ça peut arriver, mais la plupart du temps, ils sont le déclencheur d'une faille du système. Par exemple, si je n'ai jamais été soutenu dans ma famille et je tombe amoureux, le départ de l'autre va être un gouffre dans lequel je vais entrer dans une dépression tragique. Mais en lui-même, je me suis mis en couple, l'autre s'en va. J'étais seul avant de le rencontrer, je le rencontrais, il s'en va. C'est pas la fin du monde. C'est la fin du monde si l'enfant s'est déjà trouvé sans soutien, il a survécu. Et dans la deuxième histoire amoureuse, que la première, c'est maman, il s'est dit: ah là, ça va marcher. Et quand ça marche pas, alors peut-être il va aller se suicider, peut-être il va tomber dans une dépression sans fond. Donc, on pourra dire c'est le divorce ou c'est la séparation qui l'a rendu malheureux. Non. La séparation a montré le vide sous-jacent de ce que j'appellerais la personnalité secondaire, celle qui s'est adaptée au vide, mais qui n'est pas celle qui aurait dû se construire naturellement. Naturellement, l'enfant humain a besoin d'un émerveillement présent, de structure et d'amour, de soutien et d'harmonie. Et dans cette dimension-là, il va développer ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est comme on ne le sait pas à l'avance. Quand mon fils est né, je ne peux pas dire: ah, c'est un ingénieur, ou ah, c'est un musicien, ah, c'est un sage. Non, c'est un bébé. Mais ce bébé contient déjà, comme la graine contient l'arbre, contient tout le potentiel de l'être spécifique et unique qu'il est. Si on donne les bonnes fonctions au bon moment, comme vous donnez le bon sommeil, la bonne nourriture, le bon air, il va se développer physiquement bien, sauf exception parce qu'il y a une pathologie plus ancienne. Mais de la même manière, si vous donnez les bonnes fonctions émotionnelles, harmonieuses, de place dans la vie, c'est-à-dire de cohérence clanique, papa, maman, grands-parents, la tribu même, les oncles, les tantes, les voisins, alors il va devenir riche de confiance dans le monde est un ami.
Dans Crocodile Dundee, cette histoire ceux qui l'ont vu le savent, mais c'est un film qui se passe en Australie où le gars habite dans le bush australien, il a que ils sont très peu nombreux et tous les gens sont des amis. Il arrive à New York, il dit, 10 millions de personnes, 10 millions de potes. Pour lui, les habitants sont des amis. Donc, s'il y a 10 millions d'habitants à New York, c'est 10 millions d'amis. C'est pas juste. Ça marche comme ça. C'est-à-dire que si j'ai eu mes besoins satisfaits en tant que bébé, j'ai confiance que la vie va satisfaire mes besoins. Si mes besoins étaient insatisfaits en tant que bébé, je ne peux pas m'appuyer sur l'univers en pensant que ça va se passer. Il faut que je sois en lutte, il faut que je sois vigilant, il faut que je sois en alerte. Ça va être compliqué. Et ça va être aussi compliqué de demander. Parce que petit, le bébé, il n'a pas besoin de demander, ses besoins sont satisfaits d'office. Voilà, alors je vais essayer de donner quelques exemples un petit peu plus concrets de comment le changement comment plutôt le passé peut influer et comment faire le changement. Alors, comment le passé peut influer? Prenons par exemple l'accueil sur Terre. Si par exemple, quand je suis arrivé au monde, il y a eu un problème pathologique, problème pathologique peut être la mère risque de mourir, ça peut être je suis né trop tôt, en prématuré, et on me met en couveuse. Et en plus, une couveuse peut-être avec une vitre parce que je risque des infections, etc. Donc j'ai été plusieurs mois, si je suis prématuré, un peu moins de 9 mois, mais j'ai été plusieurs mois dans un milieu protégé, incroyablement protégé. La température est la même, il n'y a pas de gravité, je suis dans l'eau, je flotte. Je suis nourri par le placenta qui est une partie de moi. Donc le placenta filtre déjà les aliments qui circulent dans le sang de la mère et qui sont filtrés. Le placenta va nourrir le fœtus. Les sons sont filtrés. Il n'y a pas de lumière agressive ou autre. Il n'y a pas de contact physique qui puisse être douloureux. J'ai conscience que ma mère est là, que avec l'autonomie, on dit tiens, c'est ton papa, le bébé, il vient taper le ventre de la mère, etc. J'ai conscience comme une sorte, je suis dans l'être, je suis en contact avec l'univers, mais il n'y a aucun problème. Enfin, si le ventre est bon, il n'y a aucun problème. Et à ce moment-là, je nais trop tôt, prématuré, et je suis isolé. Dans un endroit, gravité, j'ai faim, j'ai pas de contact. Mais où est la chaleur? C'est terrible. Où est le contact? Je suis perdu. Je suis dans une rupture terrible. Et là, l'imaginaire va dire, comment ça se fait qu'on m'ait abandonné? Je ne suis pas bienvenu. Je ne suis pas bienvenu sur cette terre. Il ne faut pas que je dérange. Je suis quelqu'un qui dérange. Quand j'arrive, on ne me prend pas dans les bras. Donc toute ma vie, je vais sentir que je ne suis pas à ma place. Enfin, il y a plein de manières de sentir, mais je vais donner un exemple possible. C'est je ne me sens pas à ma place. Je sens qu'il faut toujours que je fasse attention de ne pas déranger. J'ai des antennes pour ressentir ce que ressent l'autre, pour ne pas peser, pour plutôt être utile. Je m'efface dès que quelqu'un veut la place. On ne me voit pas. Quand quelqu'un vient dire bonjour, il dit bonjour à tout le monde, sauf à moi, il ne m'a pas vu. Plein de choses comme ça qui ne dépendent pas de moi. C'est quelque chose qui m'habite. C'est quelque chose comme mon destin. C'est ma malédiction. Moi, je suis un imposteur. Je n'ai pas le droit d'être là. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent là ou qui connaissent des personnes comme ça.
Personnes qui peuvent avoir beaucoup de qualités, mais dès que quelque chose de bon arrive, ils peuvent le saboter en disant mais c'est pas pour moi, j'ai pas le droit, c'est pas possible. Et si on leur dit toi tu sais faire ça, tais-toi, arrête. Mais je dois rester invisible, je dois pas prendre la place. Alors je vais prendre d'autres exemples un peu plus simples. Par exemple, quand on est un peu plus, on a moins de 2 ans, il y a un instinct maternel qui fait que la maman connaît les besoins, ou plutôt le corps de la mère, ou la mère qui vient habiter la personne qui vient d'avoir un enfant, connaît les besoins de l'enfant et va réagir biologiquement, physiologiquement et euh, rythmiquement aux besoins de l'enfant. C'est-à-dire que quand l'enfant dort, la mère va se réveiller quelques minutes avant que le bébé se réveille, avant qu'il ait faim. Quand le bébé est à 3 km et que la mère fait des courses, tout à coup, le bébé pleure et les seins de la mère coulent. Et elle court pour aller le nourrir parce elle est comme accrochée par un fil qui dit reviens. Donc, le bébé n'a pas à demander, la mère sait pour lui, enfin la communauté sait pour lui, pas que la mère. Quand un bébé est mal, tout le monde est bougé, on n'a pas fait ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut? De quoi a besoin le bébé? Enfin, quand un bébé pleure, là, ça fait des choses. Donc, la communauté va prendre soin du bébé sans qu'il demande. Quand il demande, c'est trop tard. S'il demande, il pleure parce qu'il a faim, c'est trop tard. S'il pleure parce qu'il a sommeil, on n'arrive plus à le coucher. On doit savoir. Il y a l'instinct parental qui sait. Si j'ai pas eu ça, je vais jouer ça dans les couples. Il fait pas ça. Mais tu lui as demandé ou elle fait pas ça? Non. Pourquoi tu lui demandes pas ce que tu veux? Elle doit savoir. Oui, il doit savoir. Mais pourquoi? Oui, la personne que j'aime, maman, doit savoir. Ok, j'étais un bébé. Mais adulte, ça n'a aucun sens. Si je veux quelque chose, moi le demander. Mais je peux pas demander. Il doit. Ça me fait mal au cœur, un peu comme si c'était demain c'est mon anniversaire, vous pensez à me faire un cadeau? Ah non, je préfère pas avoir de cadeau que de demander. Mais quelqu'un qui n'a pas eu les besoins satisfaits à cet âge-là, il peut se retrouver dans la vie, demander, c'est chaque fois une peine comme dire n'oubliez pas mon cadeau pour mon anniversaire, c'est-à-dire ça n'a pas de sens. Les autres doivent savoir pour moi. C'est à eux à faire le premier pas. Toutes ces phrases, c'est à lui ou c'est à elle à faire le premier pas dans les couples. Elle doit savoir, il doit savoir. Tout ça, c'est pas des réactions d'adultes. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais le demander. C'est le bébé en moi qui souhaite que ce qui s'est mal passé la première fois soit guéri dans la deuxième. Que ça ne se refasse pas. Voilà, je peux donner d'autres exemples. Alors, quand ça arrive comme ça, des sortes de répétitions, comment guérir? Alors déjà, là, j'ai parlé de l'individu, mais je vais d'abord parler d'un problème supplémentaire, c'est le transgénérationnel. C'est-à-dire que nous sommes connectés à l'énergie transgénérationnelle. Alors déjà des choses simples, par exemple, une jeune fille, tout va bien, elle a 16 ans, elle est amoureuse, et à quoi elle tombe en dépression? Elle comprend rien, elle dit pourquoi je suis en dépression? Et là la mère dit, tu sais quand j'ai eu 16 ans, moi aussi j'étais en dépression. Ah bon? L'enfant externe, l'enfant réel, vibre avec l'enfant de même âge du parent. C'est-à-dire que si j'ai un enfant, moi parent, si j'ai un enfant de 4 ans, mon enfant intérieur de 4 ans va vibrer avec cet enfant-là. Et ils vont dialoguer. Donc mon enfant intérieur, si mon enfant extérieur est malade, mon enfant réel est malade, je peux parler à mon enfant intérieur
et le guérir, et tout à coup, l'enfant extérieur va mieux. Mais dans l'autre sens, c'est pareil. Si mon enfant intérieur va pas bien, l'enfant extérieur va résonner avec ça. Là, j'ai parlé d'une présence concrète, la mère. Mais il y a des choses qui vont se traduire de manière plus forte. Je vais donner une sorte de loi. Quand il y a nos parents se disputent, ça va nous faire un choc émotionnel. Ça va faire, ou quand on perd un parent, ou quand, quel que soit le divorce, ils sont les deux piliers sur lesquels je me construis. Si ces deux piliers, je suis le fruit de ces deux rivières, comme l'Amazone est composée du Rio Preto, Rio Blanco, c'est la rivière blanche, la rivière noire qui se croisent à Manaus, ça fait l'Amazone. Si vous coupez une, c'est plus l'Amazone, c'est plus la rivière. Il y a vraiment l'eau blanche et l'eau noire, ils mettent 6 à 8 km pour se mélanger. Ils appellent ça Coca-Cola et leche. Nous sommes issus de deux courants, mes chromosomes contiennent ces deux courants, mais aussi le yin, le yang, le masculin, le féminin. J'ai besoin de cette diversité et de ces sources concrètes qui me rendent unique. Je ne suis pas le même que ma mère, je ne suis pas le même que mon père, je suis le fruit de ces deux. Il y a deux différents qui font un troisième encore différent. Si ça se trouble dans leur unité, j'ai un choc émotionnel. Mais mes enfants, eux, verront pas ça. Alors ils peuvent somatiser le drame des grands-parents. Et les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, c'est-à-dire mes petits-enfants, s'il y a un choc chez mes parents, mes petits-enfants, les arrière-petits-enfants du choc, peuvent avoir un problème congénital. Par exemple, si une femme a un enfant par viol, il est possible que les suivants aient des difficultés relationnelles de couple, c'est le modèle. Après, il y a un enfant qui naît, quand même, il y a un couple, il y a un enfant qui naît. Celui-là aura peut-être des difficultés somatiques d'avoir une relation sexuelle. Et il est possible que la troisième génération ait, par exemple, la difficulté osseuse d'ouvrir les hanches. Si c'est une petite fille, qu'elle ait les hanches bloquées, elle ne pourra pas ouvrir les jambes. Donc plus c'est loin, plus ça devient profond et loin de la conscience. Là, j'ai parlé physiquement, mais c'est la même chose au niveau psychique. C'est-à-dire que si mon grand-père, mon arrière-grand-père, on lui a tout volé, il est possible que dans la vie, quand j'ai quelque chose qui fonctionne, ça disparaisse, on me le vole. Mais je ne comprends pas parce que c'est... Et quand je remets à jour ça et que je répare ça, on ne vole plus les choses. Voilà. Donc, comment réparer maintenant? Je suis en train de dire que déjà, pour résumer ce que j'ai dit, premièrement, le fœtus, la psychologie, avant, elle pensait que c'est avant 6 ans, il ne se passait pas grand-chose. C'est après. Maintenant, la psychologie mondiale pense que c'est entre la conception et les 3 premières années que le maximum de choses se passent. Donc, il y a le fœtus qui est dans l'être, et puis je viens au monde, j'existe, ex hystéré, être hors d'eux. Et là, ces 3 premières années, mais on peut dire jusqu'à l'adolescence, je suis à intégrer ce qui est autour et à me construire et à construire ma personnalité, ma culture, mais plus que ça aussi mes rythmes biologiques. En Espagne, on mange plus tard qu'en France. Il y a des pays où il y a un repas toutes les 2 heures, d'autres, il y a 2 repas ou un repas par jour. Et ma physiologie va s'adapter à ça, tout va s'adapter. Mais même mon inconscient. Par exemple, en Afrique,
être quelque chose qui est à moi, si c'est à moi, c'est au clan. C'est pas très clair, moi ou le clan. Chez nous, c'est à moi, c'est même pas à mon épouse ou à mon mari, c'est à moi. Vous voyez, il y a une vision totalement différente de qui je suis, où je m'arrête. Par exemple, chez les Indiens d'Amazonie, quand ils tirent, si l'animal le regarde, il ne faut pas tirer parce que s'il le regarde, c'est qu'il est une partie de moi. Je vais tuer une partie de moi. Chez nous, on dit c'est idiot, ça c'est fou. Mais même au niveau de comment le monde réagit, je ne vais pas rentrer plus en détail. On a donc le fœtus où c'est vraiment les 5 premières semaines, là, c'est vraiment tout ce qui se construit. Puis cet espace de sécurité qui est le plus absolu de toute mon existence. Et puis la naissance, l'accueil, la croissance jusqu'à l'adolescence. Alors il y a encore quelques petites choses qui se développent plus tard, mais le disque dur, il est fait. Et quand vous avez, par exemple, sur Windows ou sur Linux, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes logiciels. Je veux dire, la base, tout ce que vous allez avoir comme expérience va se lire à travers la base que vous avez. Si la base a été respectueuse de votre réalité, tout ce que vous allez lire sera non déformé. Si vous avez été choqué dans votre réalité, vous aurez une partie de la réalité que vous ne pourrez pas intégrer. Ça, c'est ce que je suis en train de dire aussi par rapport à, ça ne dépend pas que du fœtus et de l'enfance, mais ça dépend aussi de quelque chose qui peut précéder. Par exemple, si mes parents ont été exilés, il est possible que je sois toujours, ou mes grands-parents ont été exilés, que je sois toujours entre deux pays. Ou au contraire, que je ne veuille plus bouger. J'habite le village, je me marie dans le village et je travaille dans mon village. Oui, il va falloir que. C'est pas un choix. C'est pas quelque chose qui choisit. C'est quelque chose qui s'impose à moi. Quand je suis là, il faut que je sois là. Ou quand je suis à Paris, il faut que j'habite à Montpellier. Mais quand je suis ou plutôt non, je suis français, mais je tombe amoureux d'une Anglaise. Et alors j'habite en Angleterre, mais j'habite en France. Je vais me retrouver avec ce conflit d'exil où il y avait le pays ancien, le pays nouveau. Voilà. Ou au contraire, je ne veux surtout pas avoir une mémoire de déchirement, donc je reste toujours au même endroit. Donc on a du transgénérationnel. Et maintenant, on va voir comment guérir. Alors, ces marques, elles sont de deux niveaux. Elles sont énergétiques et elles sont psychologiques. C'est-à-dire que j'ai des croyances, certitudes, ou je dirais plutôt, il y a des tabous, c'est-à-dire de l'impensable. C'est pas l'interdit. L'interdit, dans les contes de fées, tu peux aller n'importe où, sauf la chambre 108, vous savez que la page suivante y va. Le tabou, c'est l'impossible. Impossible à penser. Par exemple, chez les Trobiandais, ils pouvaient faire l'amour sans être mariés. Ils n'avaient pas d'enfants parce que on ne peut pas avoir d'enfants si on n'est pas marié. Ils n'avaient pas de contraception, ils n'avaient pas. Ils se mariaient, ils avaient des enfants. Alors chez nous, c'est interdit d'avoir des enfants pas mariés, donc il y a des enfants illégitimes. On cherche, on les donne à l'église ou on est filmé, etc. Enfin, il y a plein de problèmes qu'il n'y a pas chez les Trobiandais parce que non mariés ne peuvent pas avoir d'enfants. Point. C'est impensable. Donc ça ne se fait pas. Les cellules ne le font pas. Mais donc le tabou, c'est pas quelque chose que je m'interdis. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde. C'est pas possible que, par exemple, si j'ai parlé de tout à l'heure, j'ai pas été accueilli sur Terre, c'est pas possible que j'ai ma place sur cette Terre. Point. Je suis un martien. Je suis pas d'ici. Je suis un martien. Et il y a des personnes qui pensent comme ça vraiment très fort. J'ai pas de place sur Terre. Bon, ça va encore dans la nature, sous l'eau ou avec les étoiles, mais les humains, j'ai pas de place là. Je suis un martien. Donc, on va voir ce tabou, mais on va aussi avoir des blocages énergétiques, c'est-à-dire que
dans le corps, on va avoir les marques de l'histoire de la même manière que un arbre de 1000 ans, comme un séquoia, si vous le coupez, chaque tranche raconte le climat de chaque année. Il fait un cercle par an et on peut lire, on coupe un arbre, quel climat il a fait il y a 832 ans, parce que en comptant 832 de moins, on a ces 3 parce qu'il y a eu la sécheresse ou c'est... On peut, enfin, il faut être évidemment un spécialiste, mais il y a une marque du climat de cette année-là très précise. Et bien c'est pareil, je peux lire moi dans le bras de quelqu'un comment était son père, comment était sa mère, qui a eu tel ou tel choc. Je ne peux pas lire que ça s'est bien passé parce que si ça s'est bien passé, ça ne laisse pas de marque. Quand on dit qu'on est marqué par la vie, c'est en général pas par le bonheur et la joie, c'est qu'on est marqué par les épreuves. Donc les épreuves non intégrées, non digérées, non, qu'on laissé des cicatrices, elles ont laissé des marques. Le corps, il se construit comme ça par couches. Et donc on peut lire, tiens, à 6 ans, il y a eu une grande rupture. Ah oui, on a déménagé, ou ah mais j'étais mis en pension dans une ville lointaine, ou quelles que soient les choses. Ça, c'est l'histoire. C'est-à-dire que je peux lire l'histoire. Et là, je vais faire une grande différence entre le passé et l'histoire. C'est que le passé, c'est une immensité d'événements. Si vous essayez de vous rappeler ce qui s'est passé dans l'heure qui vient de passer, vous en rappelez pas. Là, par exemple, je parle depuis 3/4 d'heure, un peu plus d'une demi-heure. J'ai bougé mes mains combien de fois? Aucune idée. Là, j'ai bougé ma tête, j'ai levé, je me suis déplacé. Si à un moment, en bougeant, j'avais eu une pointe qui m'avait piqué le dos, alors là, je m'en rappellerai. Il y a eu un moment, une pointe m'a piqué le dos. Mais le naturel, on s'en rappelle, on s'en aperçoit pas. Comme quand on a un corps qui fonctionne, on ne s'aperçoit pas qu'on s'est baissé, qu'on se lève. Quand on a une arthrose de la hanche, là, on se dit, quelle chance j'avais d'avoir un corps qui fonctionne. Comme j'étais bête de ne pas m'en rendre compte. Quand on respire, on ne s'en rend pas compte. Quand on asphyxie ou quand on se noie, on se rend compte qu'on ne respire pas. Donc, il y a principalement la souffrance, on s'en rappelle, ça touche le cerveau reptilien. C'est la douleur, c'est à peu près, c'est assez bête. Il y a peu d'impression de douleur. Quand on se brûle ou qu'on touche du glacé, c'est à peu près la même douleur. Et quand on s'arrache la peau ou quand on met du piment, c'est à peu près la même douleur, alors que c'est deux choses très différentes. Par contre, le plaisir, ça c'est le cortex, ça c'est très très varié. Le parfum d'une rose n'a rien à voir avec le coucher de soleil ou avec une caresse de quelqu'un qui m'aime. Mais la douleur, c'est reptilien. Et puis, il y a aussi des choses qui nous marquent, c'est le bon. Le bon va permettre à la structure de, de prendre sa place complète. Mais ça, c'est pas une marque, c'est-à-dire ça va nous... Quand j'ai eu de la bonne nourriture, mon corps est solide. Quand j'ai pu avoir la liberté de bouger, mon corps est tonique. Quand j'ai eu un bon père, les muscles ont des axes. Quand j'ai eu une bonne mère, mes tissus sont fermes et souples. Chacun laisse une marque différente. Donc, on ne peut pas changer le passé, mais on peut changer la mémoire du passé qui s'appelle l'histoire. Quand vous avez une dispute de couple et qu'un ami arrive, et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez deux personnes qui viennent de vivre quelque chose qui a duré 2 heures et ils racontent, mais pas la même histoire. C'est le même passé, mais ils n'ont pas du tout les mêmes souvenirs. Chacun a le souvenir de ce qui n'a pas été bon de l'autre et de ce qui l'a blessé, alors que l'autre parle vraiment d'autre chose. C'est comme deux mondes différents, alors que c'est exactement dans la même pièce, le même passé. Donc ce qu'on va changer, c'est changer l'histoire. Parce que quand on change l'histoire, ça redonne le potentiel
que la vie a prévu pour moi, c'est-à-dire la possibilité de devenir la quintessence de cette graine de vie que j'ai reçue et que ce corps contient, et que cet esprit aussi peut laisser féconder. Alors on a deux manières, c'est deux grandes manières, enfin on a beaucoup de manières, mais on peut travailler sur le niveau énergétique, par exemple les massages, etc. On peut travailler sur les niveaux de la régression, de retrouver la mémoire corporelle. La mémoire corporelle ramène à un revécu de l'ancien, avec la souffrance de l'ancien. Et là, on va donner la réparation. Et cette réparation va réouvrir l'espace. Et je vais terminer par un ou deux exemples. Il y avait une personne, j'arrive dans un groupe de thérapeutes où je dois enseigner là, et il y a une des leaders de cette école qui est en dépression. Son mari me dit était en dépression. C'est une femme extraordinaire qui vraiment un travail à la fois thérapeutique et social magnifique, en dépression. Je dis écoute, je verrai demain. Elle prend des anxiolytiques, etc. Et le lendemain, on fait une lecture du corps et on essaie de corriger le corps en voyant qu'est-ce qui se passe si on remet le corps dans la posture qu'il devrait avoir. Et en général, s'il s'est déformé, c'est que il s'est défendu de quelque chose. Si par exemple je suis comme ça, c'est peut-être que je prenais toujours des coups qui venaient de là. Sinon, si je suis comme ça, c'est qu'on m'a toujours dit de courber la tête. Si je suis comme ça, c'est que je porte ma famille sur le dos. Si je suis comme ça, c'est qu'il a toujours fallu que je sois fort. Ben, pourquoi j'ai figé une partie de mon corps dans tel ou tel domaine. Et donc le lendemain, on a modifié. Et tout à coup, elle a eu un cri, mais si déchirant. Qu'est-ce qui se passe où tu es? Donc pour ça, elle semblait tassée. J'ai demandé à deux hommes de la, de la soulever comme ça, de monter sur les chaises, de la soulever, de la grandir. Et elle a un cri déchirant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai 11 ans, mon père part, s'il part, je vais mourir. Appelle-le, fais-le venir. Donc on est dans l'imaginaire, mais quand vous faites un cauchemar, c'est l'imaginaire. Et pourtant, vous vous réveillez, vous n'êtes pas enfant. Fais-le venir. Et il vient, appelle, il l'appelle. Et le lendemain, elle était comme ça. Tout allait bien. Bon, ça se passe si facilement quand les choses sont mûres. Hein. Attention, quelquefois, il faut des années pour arriver à toucher le cœur d'un problème. Mais très souvent, il y a des améliorations très vite parce qu'au fur et à mesure, comme un oignon qu'on épluche, on note un problème, on arrive à un deuxième jusqu'à ce que chaque fois on note des anciens blocages qui libèrent beaucoup d'énergie et qui vont, comme quand vous nettoyez un ruisseau, vous étiez un barrage, et bien ça va taper au barrage suivant qu'on n'avait pas vu qu'il est là. On nettoie, etc., jusqu'à ce que l'eau devienne fluide. Voilà. Je crois que c'est bon, on va peut-être passer aux questions parce qu'il est déjà 3/4 d'heure. Oui, oui, merci pour toutes ces données. J'ai effectivement reçu quelques questions par plusieurs canaux. Donc, il y a quelques questions qui ont peut-être déjà trouvé un petit peu réponse, mais par exemple, est-ce que assainir, soigner ses racines demande un long travail de thérapie? Est-ce que quand on veut travailler là-dessus, est-ce que c'est Non, toujours un travail long? non, non, vous savez, le temps, on ne sait jamais. Quand vous avez mal à la tête, est-ce que ça peut durer des années? Il y a des migraines qui sont, ou peut-être vous avez un cancer du cerveau, et peut-être vous avez mal de tête et vous prenez une aspirine, c'est passé. C'est-à-dire que le symptôme en lui-même, il ne dit pas si c'est long ou pas long. Et il y a eu, je viens de faire un petit travail là, une personne, depuis des années, elle avait
elle n'avait jamais l'endroit de travail qui lui convenait. Et puis là, elle a enfin l'endroit du travail depuis 1 an qui lui convient, elle est profession libérale, et les gens lui disent oh, c'est pas bien pour aller chez vous, c'est difficile alors qu'il y a le tram, il y a tout pour venir. On fait un petit travail sur les ancêtres, on remonte à 3 générations où le clan était heureux, enfin, au-delà de 3 générations, les 6 générations, il y a 3 au-dessus des 3 autres. Ça a duré 15 minutes. Le lundi, un nouveau patient arrive et dit ah, c'est bien chez vous. Et puis, c'est facile d'accès. Quelque chose s'est inversé dans le message de l'univers, dans la bande magnétique. Ça a duré 15 minutes. Et d'autres fois, les racines, quelquefois, c'est comme avec les arbres. Vous travaillez, vous ôtez un truc, ça marche. Et puis d'autres fois, vous ne savez pas, vous faites quelque chose pour réparer, quelque chose d'autre, quelque chose d'autre. Et toujours ça revient, on se dit, mais d'où ça vient, etc. Mmh. C'est comme ça. Mais de toute façon, le travail fait, il n'est jamais perdu. Mmh. Il y a quelquefois des gens, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire avec cette personne? En quelques séances, c'est réglé. Et d'autres, oh, ça c'est facile. Et 2 ans après, il n'y a rien qu'à bouger. J'appelle ça le patient culbuto. On trouve plein de choses et ça revient toujours au même endroit. C'est rare, mais ça peut arriver. On se dit, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'ils reviennent toujours dans la misère alors qu'ils trouvent des si jolies choses? On cherche les ancêtres, les machins. Voilà. Donc, je vous donne le spectre. Quelqu'un terrible, 3 séances terminées, et quelqu'un tout simple, et 2 ans, il n'y a rien qu'à bouger. En général, ça bouge assez facilement et c'est goûteux. C'est-à-dire Mmh. que chaque travail amène un plus, chaque travail amène une beauté. Mmh. Il y a aussi 2 personnes qui parlent de syndrome. Alors le syndrome du jumeau perdu ou bien le syndrome de l'enfant gisant. Et est-ce qu'on peut Oui, dire que ça appartient aux blessures du passé? bien sûr, bien sûr, bien sûr, le jumeau perdu. Donc, jumeau perdu, c'est une période très, très particulière. C'est-à-dire, c'est en tout début de grossesse, parce que plus tard, ça se voit, il y a une fausse couche. Et tout début, ça se sent pas. Mais c'est dans les premières semaines, là, il y a des jumeaux et il y en a un qui disparaît. Et la personne se sent toujours comme euh, jamais complète Mmh. et jamais comme quelque chose qui manque. Et peut-être même à l'époque anniversaire, si elle a été conçue pendant septembre, peut-être en novembre, l'un des astres. Et ça aussi, ça se répare, mais on voit quelque chose où il y a la conscience corporelle, mais pas la conscience euh, euh, explicite, parce que la conscience explicite avant 3 ans, elle n'est pas assez construite. On ne se rappelle pas des souvenirs d'avant 3 ans, parce que le cerveau n'est pas assez construit. Mais le corps, il se rappelle de tout, même de la conception. Il n'est pas encore là. Je veux dire, il se rappelle de tout. Mmh. Et le syndrome du gisant, ça c'est un peu différent, c'est-à-dire, ça c'est mon ami Salomon qui habite mon village, qui a écrit le mythe du gisant, 2 livres là-dessus. Donc, vous remplacez un ancêtre mort. Et là, ça donne des syndromes assez spéciaux, c'est-à-dire que quand on vous donne ce que vous voulez, vous agressez la personne qui vous le donne. Vous voyez, c'est euh, parce que supposons par exemple que j'ai mes enfants malades et j'adore le tango. Et là, il y a un ami qui arrive qui me dit ce soir-là, je t'ai trouvé une place pour ce truc de tango avec ce maître de tango que tu adores. J'ai dit non. Il insiste, mais je vais lui casser la tête. J'ai mon enfant malade qui m'oblige à rester là et il me fait bien, 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 bien. Mais donc, je dois jouer pour la famille l'ancêtre manquant. Et chaque fois qu'on me demande de vivre ce que je suis, je vais être en. Je vais être. C'est déchirant. Donc, je vais agresser la personne qui me dira l'histoire. C'est un Mmh. peu. Mais ça, ce sont des schémas et il suffit de changer les schémas.
Je vais en rajouter un. Oui, vas-y, continue les questions. Peut-être que quand tu parles de changer le schéma, peut-être c'est pas si facile de changer un schéma. Comment tu, comment tu, Alors, je vais en changer un très simple. Il est impossible, il est très coupable. Une des plus grandes culpabilités de l'humain, c'est de faire mieux que là où les parents ont souffert. Je rajoute là où les parents ont souffert, souffrance. Mes parents avaient peu d'argent, ils étaient contents, je peux avoir beaucoup d'argent. Mes parents ont souffert de manque d'argent, je gagne beaucoup d'argent, ça me brûle les doigts. Mon père était poliomyélitique, mais il a bien fait sa vie, ça va. Mon père a souffert de ne pas être en bonne santé, ma santé, c'est une honte. J'arrive après, pourquoi moi j'aurais le droit d'être heureux quand eux ont souffert? Bon, j'avais un patient qui était afghan au moment où la première guerre d'Afghanistan s'est déclenchée. Comment être heureux en France quand les parents sont sous les bombes? Or, je suis sûr que si vous regardez en tant que parent, vous êtes heureux que votre enfant soit en France et vous espérez qu'il se régale. Donc, si vous pensez que c'est trahir l'ordre du monde de dépasser les parents où ils ont souffert, vous n'avez pas envie de faire ça. Mais si vous comprenez que le vieux pommier qui a réussi à faire une belle pomme, sa joie, c'est pas que la pomme se flétrisse pour devenir vieux comme lui, mais c'est qu'elle fasse d'autres pommiers. Si vous comprenez que la fidélité au clan, c'est d'écouter le sacré que les parents vous ont donné pour le faire fructifier, et non pas de rester dans ce que eux, ils ont dû subir comme misère. Mes parents ont fait la guerre, pas pour que je sois en guerre, pour que je sois en paix. Mais de quelle manière aurait la paix si on a vécu la guerre? Il faut inverser, c'est-à-dire se dire, ah, mes parents, ils ont juste envie, vous en tant que parents, vous n'avez pas envie que vos enfants souffrent plus que vous, vous avez envie qu'ils démarrent là où vous êtes arrêtés. Et donc, ça, c'est une inversion. Ah, mais c'est vrai ça. Ah, mais faire mieux que mes parents, c'est pas les trahir, au contraire, c'est les satisfaire. Au moment de ma mort, je regarde ce que j'ai laissé mes parents, mes enfants heureux. Ben, je suis bien plus content que s'ils sont aussi malheureux que moi. Donc là, je viens de faire une petite inversion. oui, tout à fait. Ça D'accord. peut inverser, il faut aussi l'inverser, surtout dans les tissus, dans l'énergie, parce que ça peut bloquer. Mais la réalité va s'inverser. Quand à l'intérieur de moi, ça s'est inversé, alors là, le monde va répondre différemment. Et si ce n'est pas inversé dans mes cellules, ma destinée, ma malédiction va revenir, quels que soient mes efforts. Quand Et c'est c'est inversé, là où, et c'est là où on voit bien le travail complémentaire du psychique et du corps et du corporel. c'est les deux faces de la même pièce. L'être est composé d'une matière spirituelle. D'autres questions? Oui, on a encore quelques questions. On parle souvent de rêver son avenir, mais souvent on rêve au rabais. Alors comment aller de l'avant si on est inconsciemment freiné? J'ai une amie qui a demandé à ce qu'un homme l'aime, et un homme l'a aimé, il a traversé l'Europe pour la suivre comme un petit chien, et elle n'en pouvait plus parce qu'elle n'a pas fait la bonne demande. Moi, je demande l'amour, je demande qu'on m'aime, mais on s'en fout. Que je vive l'amour, ça c'est bien. Mais quand même, les stars, elles sont aimées, elles n'en peuvent plus. Donc c'est pas. Là encore, vous ne pouvez pas demander ce qui est hors de votre conscience. C'est-à-dire qu'on va demander du passé amélioré. Si vous avez un enfant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux faire pompier. Heureusement que tous les enfants ne sont pas pompiers. Et quand arrive l'adulte, ben non, il y a autre chose qui se passe. Et même, regardez toutes les grandes décisions que vous avez prises de votre couple, de vos amours, de votre lieu de vie, de vos maisons. Combien ont répondu à un projet vraiment programmé et désiré? Combien ont été inattendus et presque l'inverse de ce que vous aviez idéalisé? Je voulais une femme blonde, grande et mince, et j'ai une petite boulotte. Pourquoi tu as choisi? C'est la femme de ma vie. Comment tu le sais? Je sais, j'ai reconnu. Mais tu la connaissais? Non.
On donne une sorte de mémoire du futur où on dit c'est là. Mais pourquoi tu t'installes là? Je m'y sens bien, mais tu voulais pas aller ailleurs? Oui, mais c'est ici. Vous voyez? Donc, l'avenir vient vers vous et le futur va. Donc, vous construisez le futur, ça vous pouvez, mais il est ennuyeux, enfin, il est ennuyeux. L'avenir est autrement inattendu. Hmm. Ce qui vient est totalement inattendu. Et c'est celui-là. Soyez ouverts à l'inattendu. Celui-là est d'une incroyable. Heureusement que la vie désobéit à nos désirs, sinon on aurait des vies si étriquées. Hmm. On aurait des vies images d'Épinal. On n'aurait pas l'essence. J'ai eu un patient, c'était au Brésil. Il avait tout, le sommet d'une plus grande entreprise, une belle famille, une belle maison, des enfants, une femme. Et là, il avait tout. Et là, il est tombé dans une dépression. Parce qu'il ne pouvait pas dire si j'ai ça de plus, ça ira. Il lui manquait le cœur au sens du cœur de l'arbre, le centre, d'être avoir été reconnu petit et d'avoir pu pulser avec le monde comme ça. Mais après cette dépression, il est devenu un père beaucoup plus présent. Il a goûté la vie. C'était autre chose. Hmm. Voilà. Alors, on a encore une question qui dit, je pense que ça sera, il y a eu déjà quelques éléments. Est-ce que les blessures qui viennent de l'enfance sont soignables, entre guillemets? Elles ont été figées dans notre histoire et dans notre corps. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Rien n'est pas soignable. Par contre, on ne sait jamais si on en va soigner. Je veux dire, il y a des gens qui guérissent de sclérose en plaques et d'autres qui meurent d'une grippe. Hein. Je veux dire, Oui, oui, tout à fait. mais rien. Je veux dire, c'est même plus que ça. La vie nous apprend à grandir avec deux. Elle a deux outils, la carotte et le bâton. La difficulté et les expériences merveilleuses. Être amoureux nous fait grandir. Tomber dans le désespoir et l'épreuve ou l'échec nous fait grandir. Hmm. De désastre en désastre, il grandissait. Je ne sais plus qui a dit ça. C'est vrai. Oui. Donc, il y a la voie humide. Nous, notre thérapie, c'est plutôt la voie humide, la voie de l'extase, la voie du bonheur, la voie de découverte, et la voie sèche, la voie de l'ascétisme, etc. Dans les voies spirituelles, il y a toujours ces deux voies, Saint Jean de la Croix ou Thérèse d'Avila. Nous, on est plutôt du côté de Thérèse d'Avila, et il y a d'autres techniques plutôt du côté de la voie sèche. Mais les blessures sont guérissables et l'épreuve nous a aussi développé des capacités spécifiques. Par exemple, j'ai parlé de l'enfant qui est mis dans la couveuse ou qui n'a pas été accueilli. Il a peut-être des antennes telles qu'il va devenir voyant ou tireur de cartes, etc. Parce qu'il sent tout. Mais il ne va pas sentir ce que lui, il doit sentir. Et si on fait la thérapie, il va garder cette capacité de sentir tout, mais en plus, il va se sentir. Hmm. Quelqu'un qui a dû sauver la famille, il a beaucoup de force, mais il s'oublie. Si on le fait se retrouver, il aura toujours la force, mais il ne s'oubliera pas. Donc ça se guérit les blessures, même les pires. Même les pires. Alors, On on a a fait, une pardon. fois en séance, on a fait, la mère a essayé d'avorter avec des aiguilles. Ah, c'était un homme, un anglo-saxon tout maigre, comme ça, raide. Il est devenu comme un ver de terre, d'une souplesse inimaginable, comme une liane, cherchant à éviter les aiguilles et tout. On a réparé ça. Après, on a ouvert les fenêtres, c'était une atmosphère terrible, l'énergie qui s'est dégagée de ça. Donc, on a réparé la tentative d'avortement dans l'utérus. Je veux dire, quelque chose bien avant la naissance. Enfin, pauvre. On peut vraiment réparer tout.
Enfin, Alors, tout est réparable, mais on ne sait pas si on arrivera à réparer. Ça, on n'est pas. voilà. Et il y a encore une question qui parle de réparation aussi, c'est si je me sens de nulle part sans racines, comment réparer les errances de mes ancêtres? On s'en nulle part et sans racines, ça peut venir de la naissance et ça peut venir aussi des ancêtres. Donc, il suffit, mais il suffit pas. Je veux dire, je suis pas là pour donner des recettes Hmm. parce que le, chaque cas est particulier. Mais je vais quand même, d'abord déjà, il faut avoir le bon diagnostic. Est-ce que je me sens nulle part parce que je suis arrivé avec une mère qui n'était pas dans son corps et j'ai été en plus isolé, ou j'ai pas été accueilli, ou je suis venu à un moment où c'était très difficile pour le couple parental et donc j'ai bien senti que c'était pas le bon moment. Et Mhm. l'enfant, il sent même avant de naître que, oulala, c'est pas le bon moment. Ou est-ce que c'est parce que les ancêtres ont dysfonctionnement, mais les ancêtres, d'une certaine manière, ils passent à travers les parents. Donc, on peut faire une réparation symbolique en créant, comme des constellations familiales ou autres, on va réparer les parents, ou, etc. Mais on peut aussi travailler vraiment dans reconnecter à l'os, dans le massage, reconnecter au regard, que mon âme soit vue et accueillie. Il y a plein de portes. Et pour chacun, il va falloir prendre la porte qui est tolérée. Il y a des personnes, être touché est insupportable. Donc, ce ne sera pas spécialement le bon moyen. Alors que d'autres, parler est insupportable. Alors, ce ne sera pas le bon moyen. Oui, je veux dire, chacun, on est tous uniques et nos blessures ont leur spécificité. Ce qui fait du bien à l'un ne marchera pas pour l'autre. Et ce qui fait du. C'est comme les cadeaux. Vous offrez là deux fois. On est allé voir des amis allemands, quand je me rappelle, il y a 30 ans, on avait amené du bon saucisson d'Arles, des nougats de Montélimar et l'alcool. On arrive, il dit, on mange pas de viande, on prend pas d'alcool, on prend pas de sucre. Bon, on a mangé les 3 cadeaux qu'on avait amenés, mais en fait, nous, on avait mis tout notre cœur dans ça, mais c'était pas tout à fait adapté. Voilà. Hmm. C'était pas bien accueilli. Pas donner le remède. Eh Pas... ben, écoute, vraiment merci pour toutes ces anecdotes et toute cette vision que tu as de tout ça. On peut dire aussi que bientôt il va y avoir un module de premier cycle de l'école de dynamique où tu vas justement travailler sur ce thème. Ah, c'est magique. C'est Mm. magique. C'est vraiment magique parce que les groupes, c'est bien plus fort que l'individuel au sens où c'est important l'individuel, mais l'individuel, c'est plus un travail personnel. Là, le groupe permet de vivre des choses très personnelles, mais dans une énergie multipliée. C'est un peu quand on chante seul ou on chante dans une chorale. Il y Oui, a, il y a quelque chose de magique, vraiment, euh, on peut dire il y a un avant et un après. C'est super. oui, et puis il y a l'accueil de tout le groupe, de tout ce qui se revit autrement, en fait. Ah oui, c'est sûr. Ça crée aussi des liens très forts entre les personnes. Mm. C'est très beau. Ça, Oui, c'est des très belles expériences. On a, voilà, on a tous commencé par là pour avant d'être thérapeute. Des c'est ça. expériences merveilleuses qu'on a envie de faire partager. Voilà. On pourrait dire la thérapie, c'est pas du soin. La thérapie, c'est un éveil de conscience. Dans ma thérapie, j'ai découvert des continents inconnus. J'avais pas Mm. de problème quand j'ai commencé, moi, la thérapie. J'ai trouvé ça incroyable que on m'a raconté, ah, il y a des pleurs, des cris, des vibrations qui viennent. J'ai dit, c'est incroyable. Il y a des choses comme ça en moi. Et je considère quand j'étais encore étudiant. Et j'ai découvert des continents inconnus. La thérapie, c'est ouvrir la conscience. Et la conscience est infinie. Et on
toujours ouvrir plus large, plus sensible, plus sensuel, plus goûteux, plus concret, plus profond. Voilà. Un grand merci pour tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de remerciements. Là, je vois sur les. Merci à vous, grand merci. C'est une très belle conclusion que de dire que la thérapie, c'est découvrir des continents. C'est magnifique. Bien, merci à tout le monde et vraiment, la vie, quelle que soit l'étape où vous êtes, la vie est la meilleure mère possible, mais elle veut nous faire découvrir par-delà nos œillères. Alors, quelquefois, elle nous donne quelques coups de bâton en disant réveille-toi! Voilà, réveillons-nous. Merci à toi et merci à tous pour vos questions, pour votre participation. Et on vous dit à bientôt. Oui, à bientôt.